Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors ceci est la première édition d'un programme européen sur la lutte contre l'islamisation en Europe. Voilà, j'ai eu l'idée de le faire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vide dans ce domaine et que les patriotes anti-islam de toute l'Europe soit ne se connaissaient pas, soit se connaissaient mal, notamment à cause de la barrière de la langue. Et donc, comme je parle anglais et français, j'ai pensé à faire ce journal mensuel, donc je vais essayer de me tenir, donc ça c'est celui du mois de février, qui paraît début mars, et donc je vais vous donner le sommaire de ce premier numéro, et si ça vous plaît, il suffira de mettre des pouces bleus, comme dit Henri Desquin, et comme ça vous pourrez m'encourager à continuer. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de faits tout au cours du mois, qui ont eu lieu tout au cours du mois de février en Europe concernant l'islam et la lutte contre l'islamisation évidemment. Et donc en même temps que sera publié ce journal en français, sera publié le même journal en anglais cette fois. Donc j'ai tourné deux journaux différents et donc la version française, eh bien je vais laisser les vidéos françaises en français et je vais traduire les versions, les vidéos en anglais, je vais les traduire en français. Et puis dans la version anglaise que vous pouvez voir sur ma chaîne, eh bien les vidéos françaises sont traduites en anglais, et puis les vidéos en anglais sont laissées en anglais. Voilà. Alors le sommaire, je vais commencer avec l'Italie, puisque c'est la priorité vu que les élections italiennes arrivent très vite. Et donc, je vais vous présenter Matteo Salvini, si vous ne le connaissez pas, qui est ce responsable de la Ligue du Nord et ce qu'il a à dire sur l'islam. Ensuite, nous passerons à l'Angleterre et Tommy Robinson, qui a été interviewé par la BBC en début de mois de février, suite à l'affaire, vous savez, de cet homme qui est rentré dans des musulmans devant une mosquée. Ensuite, nous irons en Hongrie, écouter ce que le président Orban a à nous dire sur son avenir, l'avenir de son pays notamment. Ensuite, nous partirons en Espagne, où les choses évoluent très très mal, comme vous le verrez, vis-à-vis de l'islam. Ensuite, l'Allemagne, où là, les gens se réveillent, notamment en Allemagne de l'Est, et Tommy Robinson, qui est ce grand résistant contre l'islamisation depuis déjà pas mal de temps, est allé couvrir les événements que les grands médias de masse ne couvrent pas ou mal. Et lui, il s'est déplacé pour nous montrer ces manifestations maintenant hebdomadaires, qui ont lieu dans certaines villes d'Allemagne à cause de l'islamisation. Puis nous partirons en Scandinavie, donc d'abord le Danemark, où vous assisterez à une manifestation d'islamistes, pro-Daesh, etc., dans la rue, tranquillement. Et puis en Suède, où nous verrons ce qu'a donné un reportage, un peu l'équivalent de ce qu'avait fait Bernard Lavillardière en France, je ne sais plus dans quelle banlieue islamisée. Là, ce sont des reporters donc anglais qui se sont rendus dans une ville de Suède, si on peut encore appeler ça une ville de Suède. Et puis nous terminerons avec la France, l'actualité chargée de riposte laïque avec la condamnation de Pierre Cassan, de résistance républicaine avec Christine Tazin, et puis l'inénarrable Macron et son projet par rapport à l'islam de France. Par l'Italie avec la Ligue du Nord qui fait alliance avec Silvio Berlusconi pour ces élections italiennes là, qui arrivent tout début mars. Et donc vous avez peut-être le futur Premier ministre italien, espérons-le, qui est interviewé, donc il s'appelle Matteo Salvini, hein, c'est bien ça, je ne sais pas écorcher son nom, et donc il est interviewé par je ne sais pas quel média, et il leur fait un peu un cours de logique et de rationalité vis-à-vis de l'immigration de masse qui arrive, suite, vous savez, à cet Italien qui a tiré sur la foule. Voilà. Alors ce que je vais faire, donc je vais projeter la vidéo où Matteo Salvini parle en italien, c'est sous-titré en anglais, et donc je vais vous traduire ça en direct live, comme on dit. Voilà, c'est parti. Si cet homme nigérian sous investigation pour le meurtre de Pamela a de la prison pour 4 ans, il n'ira même pas en prison. Alors, selon une personne saine d'esprit, est-ce que cela aide la paix, la sérénité et la coexistence, ou est-ce que ça aide le conflit social? Moi, je condamne tout type de violence de cette sorte, mais je condamne aussi le gouvernement qui, peut-être, cherche cette violence. Peut-être que le Parti démocratique a besoin de cela pour couvrir sa non-action.
et approuver la réforme qui est en cours. Et c'est, je pense, fou et irresponsable. Mais vous mettez sur le gouvernement les conséquences de la politique d'immigration. Non, la responsabilité est une question personnelle, on ne va pas dans les rues pour battre, frapper, menacer. C'est ce que l'immigration hors contrôle, c'est ce à quoi elle mène. Est-ce que ce n'est pas juste une tentative d'exploiter la peur, demande le journaliste? Non, il s'agit de jeter de l'eau sur le feu. S'il n'y avait pas des migrants illégaux pour vendre de la drogue, nous aurions moins de crimes. Et je remarque que les politiques d'immigration ont multiplié ce problème. Alors c'est cela qui pousse les gens à sortir dans les rues et à tirer sur la foule? Quel est le lien selon vous? Alors peut-être que je ne parle pas italien. Regardez mes lèvres, ce n'est pas bien, juste ou humain. C'est criminel de frapper, de blesser, de menacer ou de tirer sur des gens qui passent dans la rue, point. Et les politiques du gouvernement, alors, j'ai dit point. Maintenant, c'est en cours, la conviction est en cours, donc est-ce que maintenant l'immigration hors contrôle aide la paix sociale ou non? Je pose la question. Alors, troisième phrase, à part remplir les prisons, est-ce que l'immigration hors contrôle génère de la violence? Donc l'immigration devrait être contrôlée. Moi, je veux gouverner pour contrôler l'immigration. Et est-ce que vous voulez fermer des mosquées? Et fermer des mosquées, les mosquées illégales, je veux savoir qui les finance, et qui sont derrière, d'où vient l'argent, qui prêche, parce que c'est un fait que l'interprétation littérale du Coran, qui n'est pas un sujet d'interprétation, c'est le mot du prophète, donc une femme vaut moins qu'un homme, et c'est contraire aux lois italiennes et à la liberté de penser. Donc je ne veux pas que des gens qui rentrent chez moi croient qu'une femme vaut moins qu'un homme. Et l'article 19 de la Constitution pour la liberté de religion, la liberté de conscience. Oui, je répète, mais je n'ai jamais eu de problème avec la liberté de religion. On peut être librement chrétien, juif, valdésien, bouddhiste, protestant. Le problème, c'est l'islam. C'est une loi, pas une religion. Parce qu'ils imposent les lois au nom d'un Dieu qui, je pense, est incompatible avec nos valeurs, nos droits. Et qu'en est-il d'une mosquée spécifique? Eh bien, si c'est un régime fondamentaliste islamique qui finance et qui est derrière cette mosquée, pourquoi est-ce que j'autoriserais une mosquée extrémiste islamique? Et c'est-à-dire, est-ce que vous savez qui est derrière? Oui, c'est le Qatar, ce n'est pas un mystère. Je n'ai pas de service secret. J'ai dit à Berlusconi qu'il ne fallait pas autoriser ce genre de construction illégale, et je répète, il faut dire non. Alors là, nous partons en Angleterre avec Tommy Robinson qui est interviewé, si on peut dire, c'est plutôt un procureur à qui il a affaire, donc sur la BBC, qui essaye de lui coller sur le dos la responsabilité du fait qu'un Anglais d'extrême droite, comme on dit, est rentré dans la foule devant une mosquée à Finsbury Park. Et donc, voici l'interview musclée de Tommy Robinson, qui ne se laisse pas faire et qui répond, je trouve, très très bien à cette journaliste. Alors, ce qu'a fait Darren Osborne, et ce qui était une preuve que c'était qu'il a regardé, il vous a cherché sur Internet, il a copié 2 tweets que vous avez faits, qui ont été retrouvés sur son tableau de bord. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vous n'aurez pas ma haine, ne regardez pas en arrière avec de la haine. Alors, les premiers messages que vous avez lus, vous n'allez pas les montrer sur votre écran. Mais vous les avez totalement sortis de leur contexte. Ce qui s'est passé après Greenfield, des organisations d'extrême gauche ont dit qu'il y aurait des jours de rage, et vous avez sorti ça de son contexte pour faire croire, et je montrais simplement qu'il y a une hypocrisie quand je le dis, mais quand c'est l'extrême gauche, ils disent vous représentez mal la vérité. Quand un musulman a commis un attentat contre nos enfants, vous avez dit, il ne faut pas regarder en arrière avec
de la haine. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des raisons pour lesquelles Darren Osborne a commis ces attaques? Mais vous cherchez sur Internet. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a eu une marche, une démonstration terroriste, et vous n'en avez pas parlé à la BBC, c'était Al-Quds. Est-ce que vous acceptez que la parole de haine a mené? Est-ce que vous prenez des responsabilités pour ce qu'il a fait? Vous pensez que ce sont des paroles de haine? Non, ce n'est pas des paroles de haine. Vous avez des musulmans qui appellent à la mort des homosexuels, des femmes, etc. Et ça n'a rien à voir. Alors pourquoi pensez-vous qu'il vous a cherché de manière obsessive? Parce qu'en fait, la manière dont vous avez présenté les choses l'a encouragé à passer à l'action. Mais c'est complètement fou de dire ça. Il y a près de 50 millions de personnes qui ont regardé ce que j'ai fait et mes tweets. La seule raison pour laquelle les gens cherchent à savoir ce que je dis, c'est parce que je dis la vérité, contrairement à vous, Tommy Robinson. La vérité, c'est qu'après qu'il ait attaqué la mosquée, il a fait une lettre où il citait vos tweets. Il dit c'est faux. Si il l'a fait, c'était entendu au tribunal. Non, ce qu'il a dit, il a cité Sadiq Khan, le maire de Londres, il a cité Jeremy Corbyn, le chef du Parti socialiste anglais. Si, il vous a cité. Alors, dites ce qu'il a cité. Alors, vous savez ce que c'est, ça? Il n'a pas dit « ne regardez pas avec la haine ». Parce qu'en fait, après l'attaque musulmane de Manchester, le Sun a fait sa une sur « Don't look back in anger ». Et pourquoi vous ne dites pas les raisons pour lesquelles il est passé à l'acte? Nous avons eu 3 attaques terroristes et vous essayez de me mettre ça sur le dos. Parce qu'il s'agit de la montée de l'extrême droite en Angleterre. C'est incroyable. Je suis embarrassé pour la BBC. On a eu 3 attaques terroristes musulmanes et c'est pas une raison, selon vous, pour laquelle cet homme est passé à l'acte. Vous voulez me mettre ça sur le dos? Les attaques terroristes sont terribles. Et vous ne pensez pas que les attaques terroristes ont un rôle dans les raisons pour lesquelles cet homme est passé à l'acte? Non, tout ce que je demande, c'est que vous faites partie des raisons pour lesquelles il s'est radicalisé. Et la police a dit que vous étiez... il était obsessivement obsédé par vous. Non, le fait est qu'il s'est radicalisé suite à un reportage de la BBC. Alors pourquoi vous ne demandez pas à ce producteur de la BBC de venir ici? Alors maintenant, nous partons en Europe de l'Est avec la Hongrie qui est à la tête, avec la Pologne et quelques autres des pays en lutte contre l'islamisation de l'Europe. Et donc, Viktor Orban a reçu, vous allez voir, un certain nombre de menaces de la part de l'Union européenne. Donc voici comment il y répond. La présidence de mon parti a discuté hier de l'annonce du Premier ministre belge qu'il ferait, si possible avec la force, obligation aux pays d'Europe centrale, en incluant la Hongrie, d'accepter des migrants. Selon leur plan, cela arrivera en juin, au sommet des premiers ministres de Bruxelles. Notre présidence vous le promet, nous ne céderons pas au chantage. Pour nous, c'est Hongrie avant tout. Nous combattrons ceux qui veulent changer l'identité chrétienne de la Hongrie et de l'Europe. Alors là, nous partons en Espagne. C'est une vidéo qui est triste et qui est difficile à écouter, mais il faut faire cet effort parce que voilà, c'est la réalité telle qu'elle. Et voilà, l'Espagne qui a été occupée pendant 800 ans par l'islam, qui se réislamise. Et voilà ce genre de vidéo virale qui a émergé en février sur les réseaux sociaux. Voilà ce que ça donne. Alors une vidéo montrant un homme qui appelle à la prière au palace de l'Alhambra en Espagne est devenue virale. L'appel à la prière a été fait par Moaz Al-Nas qui est d'origine syrienne.
Il a dit qu'il a ressenti que les murs avaient manqué d'écouter l'appel de Allah, l'appel à Allah. Le palace de l'Alhambra a été construit par les chefs musulmans de Grenade. Donc, nous partons en Allemagne avec, une fois de plus, Tommy Robinson qui est allé couvrir ces événements. Alors là, c'est à Cottbus, c'est une petite ville de l'Allemagne de l'Est, donc l'Allemagne de l'Est qui a été occupée par le communisme, et donc ils sont très sensibles, c'est moins qu'on puisse dire, au totalitarisme communiste, mais au totalitarisme donc, en général, bien plus qu'en Allemagne de l'Ouest, comme en France ou en Angleterre, quand on a vécu sous le capitalisme de manière prospère. Là, les Allemands de l'Est, ils ont déjà vécu le nazisme et puis le communisme, et là, ils ne veulent certainement pas repartir dans un troisième totalitarisme. Ça serait un beau combo, mais quand même. Et donc, ils manifestent, ils sont très atteints par un certain nombre d'événements qui ont eu lieu dans les différentes villes d'Allemagne de l'Est, et donc il y a des manifestations maintenant toutes les semaines d'Allemands qui sortent, voilà, et c'est jamais reporté par les médias, en tout cas français, et là on va voir comment ça se passe justement dans la ville de Cottbus. Nous sommes en Allemagne de l'Est, à Cottbus, et c'est une manifestation énorme. L'Allemagne est attaquée. Ces quelques dernières semaines, nous avons vu des Syriens et des Afghans attaquer et tuer des Allemands, des jeunes Allemands. Les gens en ont assez. Et là, vous êtes en train de regarder quelque chose d'énorme qui est en train de se développer dans toute l'Allemagne. Nous sommes le peuple, résistance. Angela Merkel a invité des millions d'hommes musulmans qui viennent de pays où il n'y a pas de droit de la femme. Ils ne respectent pas les femmes. Ça, c'est le vrai MeToo movement, le mouvement MeToo. Il y a eu des attaques de jeunes migrants avec des couteaux, mais peut-être de manière plus importante, c'est l'atmosphère qui a changé. Il y a une atmosphère de peur, de sentir qu'on n'est pas en sécurité dans l'espace public. Et ce n'est pas spécial à Cottbus, cela se passe dans tout le pays. J'ai parlé à beaucoup de gens en dehors des caméras, j'ai parlé à des femmes. Elles sont vraiment terrorisées de parler parce qu'elles ont peur des répercussions de violence du gouvernement, etc. Oui, les gens ont l'impression que les protestations ne sont pas bien acceptées par le gouvernement et ils ont peur de perdre leur travail. C'est pas juste qu'ils vont perdre leur travail, c'est qu'on peut avoir des problèmes. Alors vous venez d'une autre ville d'Allemagne, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, il y a une jeune fille qui a été poignardée par un migrant afghan, a été tuée. Oui, a été tuée. Est-ce que je peux vous demander, en tant que femme allemande, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous ressentez? Je suis terrorisée pour ma vie, pour la vie de ma nièce, mes neveux, pour tout le monde. Et toutes les femmes sont terrorisées en Allemagne, je pense. On ne peut pas dire ce qui va arriver après. Est-ce que les médias vous insultent, vous disent que vous êtes raciste, etc. Oui, ils disent que nous sommes racistes, nous sommes les nouvelles chemises brunes d'Allemagne. Incroyable. À l'ouest et à l'est, nous devons arriver ensemble parce que ça arrive partout. Non, cela n'arrive pas partout. À Berlin, ça n'arrive pas. Est-ce que je peux vous parler? Non. Je suis un journaliste. Non. Elle ne veut pas parler. Elle dit qu'elle ne dit pas la vérité. Faites de la recherche. Hé, vous êtes une journaliste. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non. Mais quel genre de journalisme? En fait, vous êtes une fasciste. Je suis une fasciste? Je vais aller à la police pour vous dénoncer parce que vous m'avez appelé fasciste. Oui, c'est une fasciste. Elle va aller chercher la police. Et cette femme vous a dit ce qu'elle pensait, elle ne veut pas la laisser parler, elle veut l'appeler nazi, etc. Voilà l'ennemi du peuple, ce sont les grands médias. Vous êtes tous coupables, les grands médias, de ce qui se passe. C'est vous qui avez fait ça, vous avez caché la vérité et vous avez appelé tout le monde nazi, fasciste, raciste. Vous avez du sang sur les mains. Et est-ce qu'ils sont aveugles ou quoi?
Si vous vous renseignez, vous voyez que chaque jour, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle ne veut même pas parler? On ne peut même pas leur parler, ils sont aveuglés, je ne sais pas. Alors comme tout à l'heure la vidéo en Espagne, là on est au Danemark cette fois, en Scandinavie, et ça fait toujours mal de voir ce que devient le Danemark, qui est un grand pays, historiquement, etc. Et bien là, on a des manifestations qui nous rappellent un peu, même beaucoup, les manifestations de la SS ou de la SA dans les années 30, les années glorieuses des nazis. Voilà. Là, on a carrément des pro-Daesh qui manifestent dans la rue. Et puis vous allez voir, ils ne sont pas 3 ou 4. Hein. Voilà. Alors on reste en Scandinavie, cette fois on va en Suède, et c'est toujours triste de voir ce qu'est devenu la Suède, là aussi, grand pays, qui s'islamise à vitesse grand V. Là, c'est un des pays où il y a le plus de viols au monde, je crois, et donc on sait pourquoi. Donc la Suède, c'est un reportage de la télévision anglaise, je crois, Canal 9 apparemment, un reportage s'appelle 60 Minutes, comme l'émission américaine, mais c'est pas l'émission américaine. Et donc ils sont allés, ça m'a fait penser donc au reportage de Bernard Lavillardière, et vous allez voir, même cause, même effet. Avec toute sa générosité, la Suède doit maintenant gérer des communautés d'immigrants qui ne peuvent pas trouver de travail et ont peu d'avenir. L'image du pays a été dommagée avec ce qui s'est passé dans les émeutes de la banlieue de Stockholm. Il y a maintenant 55 no-go zones, des zones de non-droit en Suède. Et là où la police ne va même plus pour assurer la sécurité. Et comme nous l'avons découvert, c'est à peu près la même chose dans cette ville où nous nous rendons. Aussitôt que nous arrivons, un groupe de jeunes gens roulent sur notre caméraman et nous font comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta jambe? C'est un peu plus hostile que je ne l'aurais envisagé. Bienvenue à Rinkeby, c'est aussi appelé Petit Mogadiscio. Alors, vous êtes concerné par tout cela? Évidemment. Un membre de votre équipe, on lui a roulé dessus donc, par une voiture, et en moins d'une minute. Donc, c'était une agression. Ouais. Et il n'y avait aucune raison de vous agresser, n'est-ce pas? Non. Nous appelons la police. Pour être honnête, nous n'avons pas anticipé ce genre d'agression contre notre caméraman. Mais eux-mêmes ressentent que leur présence sera provocative. Donc nous restons ici et faites attention à vous. Alors, la majorité sont des musulmans d'Afrique de l'Est. Ils ne s'assimilent pas bien et ils sont sans emploi et ils sont pauvres, donc tout ça s'accumule. Et les jeunes se sentent marginalisés, ne parlent pas suédois, donc ils n'obtiennent pas d'emploi. Et ils ne s'intègrent pas. Mais tout le monde n'est pas hostile. Mon cousin vit à Melbourne. Beaucoup de locaux sont gentils et contents de parler. Je suis très content. Mais ce qui est arrivé après a tout changé. La police part, et alors que nous préparons à partir, des jeunes hommes qui masquent leur visage. Ah, tu te portes bien, hein? Et nous attaquent.
s'il vous plaît, ne soyez pas violents. Nous sommes en train de partir, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin d'être méchant. Ne faites pas ça. L'attention du gang a changé quand un local est rentré avec son petit scooter mobile dans les gens, dans le gang. Nous avons été attaqués individuellement. Quelqu'un a été frappé, on nous a renversés, on a été insultés et agressés. C'est mieux que nous partions. Pour des réfugiés comme Marwan, l'hostilité et le changement d'humeur dans son pays d'adoption le rend assez instable à propos de son futur. Vous avez peur qu'on vous renvoie? Bien sûr. On a toujours des doutes, on est des êtres humains. Voilà, et donc pour conclure, la France, notre pays n'est pas en reste, évidemment, comme vous le savez. Donc je termine par la France, parce que là, c'est la situation que vous connaissez la mieux, et donc j'ai préféré commencer par les pays étrangers, mais c'est important quand même d'en parler. Vous avez, on va commencer par Pierre Cassand, et sa vidéo où il appelle vraiment à l'aide suite à ses multiples condamnations totalement injustes pour blasphème. Alors ça, c'est Christine Tazin, on y viendra juste après, pour blasphème. Pierre Cassand, c'est plus, il est jugé hors du droit, voilà, doublement condamné alors qu'il avait été relaxé précédemment. Alors je lui laisse la parole, comme ça il va pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit. Pour moi, c'est bon. Chers amis, je préférerais vous parler de l'islamisation de la France. Je préférerais vous parler de l'imposture de l'islam de France qui est en train de nous préparer Macron. Je préférerais vous parler de l'invasion migratoire qui constitue un renfort de la 5e colonne musulmane. Hélas, je vais vous parler plutôt de riposte laïque et de ma petite personne. Je viens juste d'être condamné à 3 mois de prison. J'étais habitué aux amendes, on en est à 70 000 € d'amende depuis maintenant 7 à 8 ans, on en est à une cinquantaine de procédures. Pour la première fois, une peine de prison est prononcée contre un responsable de riposte laïque, à savoir Pierre Cassand. Peine de prison avec sursis, mais peine de prison. Et quand on sait les dizaines et dizaines de procédures qui nous attendent, on sait pertinemment que cette peine de prison avec le sursis sera exécutive bientôt. Pourquoi je me prends 3 mois de prison avec sursis? Une histoire de fou. Alors que j'ai été relaxé par la 17e chambre en tant que directeur de publication, après une perquisition chez moi, après qu'on ait regardé mon ordinateur, après qu'on ait regardé mon téléphone, et que la présidente de la 17e chambre, Madame Cyr Desgarnier, ait décidé que, bien, une fois qu'on a examiné tout ça, rien ne montrait que j'étais le directeur de publication de riposte laïque, eh bien, la 17e chambre, dans son acharnement, a décidé 3 mois après ma relaxe de me rejuger sur exactement la même affaire, exactement le même article. Nos avocats disent « on ne comprend pas, on n'a jamais vu ça ». Détail croustillant, je n'étais pas présent le jour de mon procès. Détail encore plus croustillant, mon avocat n'était pas présent le jour de mon procès. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ni lui ni moi n'avons été prévenus. Donc en notre absence, je me suis pris d'autre part 2 autres procès, donc 3 procès le même jour en mon absence, et ces gens-là ont décidé de me coller 3 mois de prison avec sursis. Je rappelle que lorsque j'avais été relaxé, le procureur avait demandé 6 mois de prison avec sursis contre moi, 20 000 € d'amende et tout, et donc là je suis pas là, et voilà, j'apprends 3 mois de prison avec sursis, mon avocat fait un appel en disant mais il faut refaire le jugement, c'est pas possible, il n'y avait pas de confrontation et tout, la demande est rejetée. Il me reste simplement une chance, c'est qu'il faut que je fasse opposition. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, je vais mettre toute mon énergie dans cette démarche. En attendant, ma situation est celle-ci, donc me voilà menacé de prison ferme, comme nombre de patriotes, les identitaires, Boris Lelay, Sébastien Jalagnon, Gérard Boyadjian et bien d'autres, tous ceux qui critiquent l'islamisation de leur pays. Bon, moi c'est encore autre chose, c'est-à-dire que la suite est quand même pas des plus réjouissantes. Le 21 mars, je passe dans cour d'appel, justement parce que suite à ma relaxe, le parquet
et les associations dites antiracistes font appel, donc encore une procédure coûteuse. Le 30 mars, je passe devant la 17e chambre parce que Caroline Fourest a cru se reconnaître derrière une expression d'une contributrice de Riposte Laïque, Elie Segna, qui a parlé de collabo putain, qui a cité aucun nom, mais Caroline Fourest a dit « c'est moi, j'en suis sûr, qui suis visé ». Et comme il paraît que je suis le directeur de publication, je suis à nouveau convoqué. Les juges d'instruction qui instruisent les plaintes contre Riposte Laïque se cassent pas les pieds. Ils disent « certes, Pierre Cassan a été relaxé 3 fois, mais il a été condamné 2 fois, donc c'est les 2 fois qui comptent. Allez hop, on instruit et c'est des nouveaux procès qui m'attendent. » Le 23 mai prochain, alors là c'est la caricature entre Clavreul et un autre procès dont je me souviens même plus. Je suis convoqué devant 2 instances différentes à la même heure, bon pour vous dire, entendez-vous les gars. Donc tout ça pour vous dire que y a un harcèlement qui se poursuit, le calendrier est complet, le dernier procès qui est programmé c'est en juin 2019, Cazeneuve et Risette. Rien que ça, et en attendant, ça fait plein de procès, c'est plein de sous. Alors, les amis de Riposte Laïque, les amis patriotes, encore une fois, on vous appelle au secours, je vous appelle au secours. Toutes ces procédures nous coûtent cher, elles ont un objectif, c'est de nous faire taire, c'est d'empêcher que le journal qui dénonce avec nombre de patriotes l'islamisation de la France, l'invasion migratoire et la politique de Macron puisse continuer à s'exprimer. Macron et ses sbires ont décidé de museler la presse d'opposition et ils ont décidé de faire taire définitivement Riposte Laïque. Nous lançons un appel aux dons, nous espérons que nous allons vous aider. Pour répondre à cet appel, vous pouvez envoyer des chèques. Riposte Laïque, boîte postale 32 2740 Gisors. Vous pouvez aller sur le site Riposte Laïque, http://www.ripostelaïque.com, appuyez sur le bon bouton. Mais nous avons besoin de vous. Si vous ne voulez pas qu'il nous fasse taire définitivement, si c'est l'objectif, eh bien, il faut nous aider. Patriotes, haut les cœurs. Bon, alors, quant à Christine Tazin, là, elle vient d'être condamnée en appel pour blasphème, très clairement, puisqu'elle avait dit « islam assassin » suite à l'assassinat du couple, vous savez, de policiers à Magnanville, au nom de l'islam, donc voilà, islam assassin, c'est logique. Eh bien non, vous n'avez pas le droit en France, voilà, il faut le savoir. C'est interdit par la loi, on ne sait pas laquelle, mais en tout cas, elle a été condamnée pour cela, alors elle va en cassation, mais quand même. Elle n'a pas fait de vidéo que je puisse vous passer maintenant, je vais lire simplement un communiqué qu'elle a publié. Comme nous nous attendions, eu égard au déroulement de mon procès en appel pour islam assassin, avec des juges et un procureur d'une subjectivité d'une mauvaise foi sidérante, ma condamnation en première instance est maintenue 1 500 € plus 2 000 € pour la LICRA et la LDH, avec inscription au casier judiciaire, histoire de me condamner à mon tour à de la prison à la prochaine condamnation pour récidive. Ils savent ce qu'ils font. Et oui, ils savent ce qu'ils font, et c'est quand même grave de se retrouver dans un pays et dans le silence médiatique le plus total, évidemment, sauf effectivement l'AFP qui a fait un communiqué, mais complètement mensonger, comme le relève Christine Tazin sur son site. Je vous y renvoie si ça vous intéresse, ou sur Riposte Laïque aussi, ils en ont parlé. Voilà, donc là, on a vraiment un acharnement, comme le dit Pierre Cassin, un harcèlement judiciaire qui est digne des pays soviétiques à la belle époque, quoi. C'est vraiment... on y est. Donc, je termine avec ce cher Emmanuel Macron, donc, qui est à l'instigation de tout ça, évidemment, puisqu'il est président. Enfin, il fait partie de cette oligarchie. Il en est à la tête officielle, en tout cas, et donc... je vais vous parler de son projet de réformer l'islam, ou je sais pas quoi, vous savez, le vieux serpent de mer qu'on nous ressort depuis Sarkozy, et avant lui, Chevènement, Jospin, etc. Alors là, c'est Macron qui dit, je vais réformer l'islam, je vais... Alors voilà, il a donné un court entretien au Journal du Dimanche le 11 février 2018, et alors, voilà ce qu'il dit, il confirme son intention, je cite, de poser les jalons de toute l'organisation de l'islam de France au premier semestre 2018. Je ne dévoilerai une proposition que quand le travail sera abouti, ajoute-t-il toutefois prudemment, assurant continuer à consulter beaucoup. Consulte énormément, il devrait consulter en effet, mais pas forcément de cette manière-là. Je vois des intellectuels et des universitaires, comme Gilles Kepel, des représentants de toute religion, car je considère que nous devons nous inspirer fortement de notre histoire
de l'histoire des catholiques et celle des protestants. Alors, bon, là, j'ai pas trop compris la référence historique, parce que les catholiques ont massacré la plupart des protestants en France, il n'y en a quasiment plus, ou ils les ont fait fuir, ou ils ont converti de force, comme vous le savez maintenant, si vous regardez mes vidéos. Mais je pense qu'il fait plutôt référence au fait que toutes les religions seraient égales. Voilà, donc c'est ce dogme de l'égalité qui nous tue, puisque l'islam n'est pas qu'une religion, en admettant qu'il soit une religion, mais c'est surtout un dogme, une loi, et donc une stratégie militaire sous couvert de religion. Voilà le titre d'un livre que je viens d'éditer. Et donc, ça vous intéresse de creuser. Et donc, il ne faut pas mettre tout ça à égalité entre un ennemi qui veut notre mort et qui veut nous convertir ou nous tuer, et puis les autres religions qui, même si on n'aime pas le catholicisme, le judaïsme, je ne sais pas quoi, ces religions-là, elles ne sont pas des menaces immédiates pour la France, quoi qu'on en dise. Même si on est athée, même si on est protestant comme moi, voilà, je reconnais volontiers que c'est l'islam le problème. Mais là, non. Vous savez, c'est la bonne pensée égalitariste. Il n'y a rien qui dépasse, c'est l'id procuste, et donc, il faut que l'islam, on ne sait pas trop quels sont ses plans, on verra bien, mais ça va être foireux comme d'habitude, et tout ça pour intégrer la France dans l'islam, et non pas intégrer l'islam dans la France, évidemment. Voilà. Voilà, donc c'était la première émission de ce genre. Si ça vous a plu, je vous remercie de mettre un pouce bleu, et je continuerai donc le mois prochain d'essayer d'informer les patriotes en Europe et de faire prendre conscience qu'on est sur le même continent, dans le même bateau, et donc on doit mieux se connaître, mieux dialoguer entre nous, mieux savoir ce que font les uns et les autres dans leur pays, et à ce titre, j'espère que cette émission permettra d'aller dans le bon sens. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et à bientôt pour une prochaine édition de ce JT, sinon vous avez mes vidéos tous les 2 ou 3 jours sur ma chaîne. Au revoir.